Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de mettre la santé au cœur même du business plan. Dans l'épisode du jour, je suis très heureux de vous présenter la carrière, la philosophie, le travail de Mathieu Boulet. Alors Mathieu est à la fois enseignant, ostéopathe, posturologue et au cours des 20 dernières années, il a réussi à compiler toutes ses connaissances pour en faire une formation au-delà des consultations qu'il donne au quotidien. Alors, formation perso-neuro, c'est quoi exactement? Vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette interview, mais permettez-moi de vous présenter Mathieu avec quelques-unes de ses expressions. Alors, il y a quelques jours, avant même de faire cette interview, je lisais « La méditation ne fera pas baisser le prix de l'essence ». Une citation qui lui appartient, qui est d'actualité et qui permet effectivement de faire un lien avec ses 20 ans de recherche en neurosciences et la posturologie. D'autres citations de Mathieu, nous sommes notre plus grand obstacle. Un système musculaire équilibré optimise l'expression de soi. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment un interview à nouveau inspirant, soit pour vous en tant qu'individu, entrepreneur, coach, soit pour votre entreprise, et je vous invite à écouter cette interview jusqu'à la fin. D'ici notre prochaine interview, je vous souhaite une bonne écoute, prenez soin de vous et à très bientôt. Eh bien, bonjour Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, David. Merci de me recevoir sur ton podcast. Eh bien, ça me fait très très plaisir, comme je le disais justement en préparant ce podcast, c'est en cherchant un posturologue ou en tout cas quelqu'un qui est spécialisé en posturologie ici au Canada que j'ai découvert ton profil, que j'ai lu, que j'ai, je dirais, décrypté un peu toutes les vidéos que tu as postées récemment et c'est vraiment passionnant ce que tu fais depuis maintenant près de 20 ans. En termes de posturologie, on va y arriver. Mais est-ce que tu me permets de revenir justement sur quelques éléments clés de ta carrière? Ben oui, absolument. Et donc, tu es canadien, tu as grandi au Québec, dans la région de Montréal, et tu dis dans un interview que ce qui t'a amené à tes premières études, c'est justement certains professeurs qui t'ont inspiré vers l'histoire, vers la littérature, et on verra qu'il y a encore un lien aujourd'hui avec l'histoire parce que tu reviens sur l'histoire à la grande échelle, hein, l'histoire de l'humain en tant que tel. C'est vraiment passionnant quand on peut passer à travers tes vidéos. Tu étudies finalement, donc grâce à ça, l'enseignement. Et en 2001, tu as ton diplôme. Ma première question, ce serait, tiens, est-ce que tu te souviens de toi, avec ce diplôme en main, la posture physique et mentale que tu avais par rapport à aujourd'hui? Est-ce que si tu reviens en arrière, comment tu vois ce jeune homme qui est sorti tout frais, enseignant? Ben déjà, j'avais pas mal plus de cheveux. Donc, ça, c'est une différence tout à fait marquante. Euh, J'étais super fier parce que mon but, en fait, c'était vraiment de devenir ce qu'on appelle maintenant peut-être un influenceur, sauf que ça, ça a une autre connotation. Tout simplement parce que je pensais que j'étais capable de le faire. On m'avait donné beaucoup dans ma vie. Je pensais que finalement, c'était à mon tour de redonner et puis d'influencer justement, d'encadrer, puis d'éduquer dans la mesure de ce que je connaissais, dans la mesure de ce que je pensais qui était bon. Et puis, je suis fasciné par l'histoire, par la politique. Donc, à savoir à ce moment-là, ben, que je devais choisir une branche, ben, j'avais choisi d'enseigner l'histoire. Et puis, tout spécifiquement à des jeunes du secondaire parce que, bon, c'est un âge avec lequel j'entre en relation assez facilement. J'aime beaucoup le sarcasme. Alors, à 15 ans, ils sont capables. À 7 ans, c'est plus chaud. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, l'enseignement en 2001, c'était vraiment un choix totalement assumé. Puis avec. Donc, oui, j'étais super fier, en fait, de débuter ma carrière en ce sens-là. Là. Dans ce sens-là. Et ta posture en tant qu'athlète, tu étais déjà quelqu'un avec une certaine conscience de cette posture ou pas encore du tout? En fait,
Plus ou moins dans le sens où en 2001, j'étais tout à fait conscient de ce qui se faisait au niveau conditionnement physique. Déjà, j'avais été influencé par les grands de l'industrie. Il y avait surtout Charles Poliquin à l'époque. Mais on ne parlait pas encore beaucoup dans le monde sportif, justement, de posture ou de contrôle moteur. En fait, on n'en parlait pas, à peu près pas du tout, mais on parlait beaucoup de performance, beaucoup de muscles qui devaient être forts, qui devaient être puissants, mais on n'avait pas encore, mais pas du tout, en fait le lien entre la posture et puis la performance. Donc, c'est venu par la suite. Moi, j'ai rencontré le docteur Bricot en 2002. Donc, tu vois, C'est ça. après, c'est là où ça a commencé à créer des liens dans ma tête, en fait, là. Ben oui, parce que tu étais effectivement, hein, on le voit dans ton parcours déjà, entraîneur avec des connaissances de l'entraînement. On partage par exemple Paul Check avec qui j'ai étudié moi-même il y a quelques années, probablement quelques années après toi, parce que je l'ai découvert quand j'étais en Australie en 2000, et puis j'ai étudié avec lui quelques années plus tard. Mais qu'est-ce que tu te souviens? Parce que le docteur Bricot, il est français, c'est un chirurgien orthopédiste. Même en Europe, il faut être intéressé par la posturologie pour aller le chercher. Qu'est-ce qui, à l'époque, parce que effectivement, hein, tu es curieux de l'histoire, on y reviendra. Est-ce qu'il y avait déjà un élément qui t'a amené vers cette posture, cette étude de la posture que tu vas étudier donc en 2002? Qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi? Ben, en fait, moi, j'étais un athlète, mais ce qu'on appelle un athlète de bas niveau. Savoir parce qu'on parle toujours du haut niveau, on Ouais. oublie à peu près 99% des gens qui font du sport et qui veulent quand même s'améliorer, qui veulent trouver le moyen de finalement de faire leur sport sans avoir à gérer de l'inconfort, des douleurs. Et puis, mais j'étais vraiment amoché, en fait, sans avoir subi de traumatisme C'est ça. physique. J'avais un super déséquilibre postural et j'ai eu la chance de rencontrer de très bons praticiens très tôt en tant que jeune sportif pour finalement découvrir ben, ce que j'ai voulu étudier par la suite, hein. Donc, ça s'est fait. Alors, une chance que j'aimais le sport parce que je pense que si je m'y étais pas mis pour moi, j'aurais pas pu faire pour les autres par la suite. Donc, ça a été une suite logique à ce moment-là de pouvoir offrir aux autres ce dont je pouvais bénéficier de par l'influence des gens qui étaient alentour de moi, là. Et du coup, ben là, tu te lances vraiment dans cette étude de la posturologie. Tu deviens même représentant pour Posture Pro, si mes souvenirs sont bons, et tu Ouais. étudies d'autres techniques comme la MAT, la RT. Et en parallèle, on voit que tu continues non pas uniquement à utiliser la posturologie qui finalement étudie, alors quand on étudie un peu le travail de Dr Bricot, c'est incroyable, il va aller voir les yeux, il va aller voir la mandibule, il va voir les pieds, c'est très dynamique comme approche, mais toi en parallèle, tu étudies également les neurosciences et tu arrives à tirer quelque chose qui, je n'ai jamais lu peut-être avec Dr Bricot, mais la partie émotionnelle derrière tout ça. Est-ce que c'est à nouveau cette sensation qu'il y a un manque, comme tu avais vu le manque dans la performance sportive de la posture, est-ce que tu as senti ce manque entre la posture et l'émotionnel? Oui, mais en fait, c'est que, bon, déjà, pour vraiment bien connaître les travaux du docteur Bricot, je dirais que force d'admettre, il faut à peu près passer par les formations. Et à partir du moment où on fait ça, entre ce qu'on voit en ligne et puis ce qu'on voit dans la formation, il y a vraiment un monde. Et ben, ça a été lui le premier à m'allumer sur le fait que quand on pratiquait en posturologie, on avait des bénéfices sur trois sphères. Donc oui, évidemment, la sphère physique, et docteur Bricot aime beaucoup le sport, donc par le fait même au niveau des sportifs. Mais il y avait aussi d'emblée, dès 2002, pour moi, il y a eu la réalisation, de par les enseignements de Bernard, en fait, qu'on avait des effets sur la sphère cognitive et émotionnelle. Alors, tout ça, c'était quand même mentionné, mais c'est vrai qu'après, c'était pas le cœur du sujet, hein, parce que, bon, on fait un enseignement de base pour pouvoir former des praticiens qui sont capables de faire quelque chose de finalement très, très clinique, très technique. Alors, on ne peut pas passer des heures sur chaque effet bénéfique de la posturologie aux praticiens formés de le faire par la suite et dépendamment de leurs intérêts. Alors, c'est vrai que moi, comme j'étais enseignant, a priori, tout ce qui était les effets au niveau cognitif m'ont intéressé d'emblée. Pourtant, les émotions, j'en avais absolument rien à cirer, sauf qu'avec le temps, c'est les gens qui m'ont consulté et qui me disaient que finalement, grosso modo, ils géraient mieux leur stress, ils avaient plus de motivation et puis ils avaient plus de confiance en eux. Alors,
A priori, je ne le croyais pas, en fait, parce que je me disais, mon Dieu, mais c'est aucunement dans ce but-là que moi, je pratique la posturologie. Et même que ça me saoulait un peu d'entendre ça, parce que, à la limite, j'étais content pour eux, mais je ne savais pas trop comment l'interpréter, je ne savais pas d'où ça venait, je ne savais surtout pas comment le faire évoluer, ce sentiment-là. Donc, ça ne me rejoignait pas. Et ça a été comme ça pendant des années, jusqu'à il y a à peu près 5 ou 6 ans, où là, j'ai commencé à regarder au niveau de la littérature qu'est-ce qui existait dans le rapport, si on veut, corps physique et puis gestion des émotions. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une littérature assez riche. C'est assez surprenant, en fait, qui fait le pont entre les deux. Et c'est là où je me suis dit, OK, ben à ce moment-là, à savoir l'intérêt que les gens ont pour tout ce qui peut s'appeler le développement personnel dans les dernières années, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rebaptiser la posturologie, l'intégration des patrons moteurs, et puis finalement de communiquer ça de façon différente pour que ben, le grand public comprenne que s'ils veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, ça passe par un équilibre meilleur, mais vraiment avec un E majuscule. Et ça, c'est le but du nouveau projet qui est Perso Neuro. Donc, Ouais. oui, ça s'est fait tout naturellement, mais ça s'est fait plus récemment. Donc, il y a 15 ans, je ne pensais pas à ça du tout. Là. C'était même pas quelque chose qui m'intéressait. Là. Qui t'intéressait, mais voilà, on a bien, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans un de tes interviews, que le fait d'avoir été inspiré par certains professeurs qui ont créé cette curiosité, ben, ça t'a gardé toute ta carrière, ce qui permet aujourd'hui d'avoir effectivement des outils, je trouve, quand on lit un peu ce que tu as écrit, les différentes vidéos, moi qui suis dans ce domaine-là aussi, avec des intuitions que je n'ai pas travaillées comme toi tu l'as fait, ça met une réponse sur, ben oui, là, il y a de la vraie matière. C'est pas, et j'aurais d'ailleurs une question à 3 cents à te poser d'ici quelques minutes, parce que bon, après, tu as même pu présenter la posturologie durant un TED Talk en 2016. La même année, tu as créé l'Institut IP, Innovation and Performance. Et en 2019, tu as créé ce Perso Neuro qui est vraiment maintenant devenu un peu ta signature en termes de praticien. Et donc, ma question à 3 cents, c'est, tu vas donc me confirmer scientifiquement, Mathieu, que la posture des gagnants, hein, quand je me redresse, là, j'ai confiance en moi et je peux foncer et je peux conquérir le monde. Oui, ça a C'est été, et ça facile, se hein. fait à notre insu, en fait. Il y a des études qui ont confirmé que même les gens qui sont aveugles lorsqu'ils remportent un événement sportif, ils ont le réflexe de lever les bras au-dessus de la tête, par exemple. Et pourtant, ils n'ont jamais vu personne le faire. Donc, ça revient un peu aux travaux qui ont été critiqués, et c'est correct parce que, bon, ça arrive, mais les travaux initiaux de Amy Cuddy, CUDDY, qui était une chercheure à Harvard, qui, elle, bossait finalement pour la faculté de management. Elle travaillait dans le domaine des affaires. Et ce qu'elle avait réussi à démontrer, bon, ça a été un peu défait par la suite et ils n'ont pas réussi à reproduire l'expérience, mais c'est que finalement, si on adopte une certaine posture, on a un effet direct et vérifiable, mesurable sur les taux hormonaux. Et ça, sans avoir à rentrer dans la tête des gens et de leur dire de penser comme ci ou de penser comme ça. Et donc, ça revient sur ce que tu dis, en fait, David, c'est que oui, il y a quand même un lien. Et elle, bon, dans ses travaux, elle revient sur des trucs qui sont connus, évidemment, là, a priori. Et entre autres sur le fait que même sans apprentissage, en fait, on développe certaines postures dans notre vie de par ce qu'on ressent, mais on peut aussi créer certains ressentiments de par la posture que l'on a. Et il y a quand même d'autres travaux qui ont confirmé tout ça. Alors oui, c'est évidemment au cœur de l'approche de PersoNeuro parce que en fait, c'est tellement puissant que je me dis, il fallait absolument faire un truc avec ça. Évidemment, bon, pour moi, ça a pris la forme de PersoNeuro, puis c'est un peu ce que j'essaie d'infecter un peu tout le monde avec ça là, dans les dernières années. Là. Oui, mais ce qu'on remarque en lisant un petit peu tes articles, ou en tout cas la présentation de Personeuro, c'est que c'est un réel travail. Ça ne se fait pas comme ça parce que je Non. décide d'être un peu comme la pensée positive, je suis capable de devenir champion du monde, demain je peux le faire. Et ça met beaucoup de pression sur les gens parce que s'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont des schémas émotionnels ou des schémas moteurs qui les remettent dans une position négative, c'est pas parce qu'ils n'y arrivent ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est parce qu'il y a un travail réellement de la posture interne. Et donc, toi, tu pars du corps pour changer l'attitude des gens, alors que l'étude dont tu viens de parler, c'est le mental qui va changer la posture. Juste ou pas?
En fait, mais oui, parce que les voies se font dans les deux sens. Et Dr. Bricot donne un super exemple lors de la formation. Il dit, tu sais, si je mets une poutre au sol et je te dis de passer, bon, du point A au point B, tu vas le faire sans trop te poser de questions. Ça va être quand même relativement facile. Pourtant, le même acte moteur de mettre une poutre entre deux édifices au 30e étage, ça se peut que tu aies quand même pas mal plus de difficultés et ça, c'est l'effet des émotions sur le corps. Euh, et évidemment, ça existe, il faut reconnaître ça, mais tout ça, c'est quand même assez connu et c'est beaucoup discuté. Ce qui est un peu moins discuté, c'est le fait de dire que si je me bâtis des meilleures compétences physiques, est-ce qu'au final, cette même tâche qui est très stressante va l'être un peu moins? Et toutes les actions que l'on va, pour lesquelles on va être responsable dans notre vie, ben, elle passe par la contraction d'un muscle. Et si on est pour contracter un muscle, il faut se stabiliser et c'est le rôle du système de posture de nous stabiliser. Et c'est ce qui fait que pour moi, ben, le point de départ, c'est quand même toujours une reprogrammation posturale. Parce qu'à partir du moment où on remet le corps dans l'axe, où on le rend plus stable, eh ben, on ouvre la porte de toutes les possibilités. Et c'est là où, pour les mêmes stress qui sont en fait des facteurs externes, mais qui viennent qu'à être interprétés, ben, ils sont peut-être interprétés comme étant déjà moins stressants si on a des meilleures capacités pour les gérer. Donc, c'est vraiment une question, j'appelle ça les 3 R de résistance, de résilience et puis résistant, résilient et de robustesse, en fait. Oui, j'oubliais le troisième. Une chance qu'il n'y en a pas quatre, ça serait trop. Mais est-ce que ça peut alors expliquer pourquoi, parce que j'avais lu il y a quelques années le concept du continuum, où tu connais cet ouvrage? Ça me dit quelque chose. C'est une anthropologue qui explique un petit peu justement le développement de l'être humain et elle cite une tribu des Premières Nations aux États-Unis qui a été justement utilisée pour construire les gratte-ciel new-yorkais où on les voit, ils sont à des hauteurs pas possibles parce que eux n'avaient pas cette peur du vide dont tu parles dans plusieurs Oui. vidéos. Est-ce que ça pourrait être expliqué par rapport à leur développement et la prise en charge des bébés qu'ils ont Oui. cette particularité? Oui, on a exactement le même scénario au Québec où pour tout ce qui est hydroélectricité, quand vient le temps de monter dans des hauteurs absolument incroyables, on demande encore à ces gens-là finalement de le faire. Et bon, il y a peut-être un aspect génétique à tout ça, là, je ne remets pas ça en cause, mais il y a surtout, d'après moi, une question environnementale. Et oui, à ce moment-là, c'est vrai que c'est dur de façonner euh, ces attitudes physiques-là plus tard, à ce niveau-là, mais c'est toujours possible d'améliorer le sort des gens. Mais oui, pour des demandes extrêmes comme celle dont on parle, je pense qu'il faut que ce soit fait très tôt pour que ce soit bien assumé puis que ce soit bien livré là, par la suite. Mais oui, oui, c'est un excellent exemple Oui, de ce qu'on parle. Ouais. oui, parce qu'en fait, eux n'ont pas été mis dans ces situations étant petits pour s'habituer à la hauteur. C'est vraiment des éléments dans leur développement que tu décris bien dans les différents services que tu proposes. C'est qu'effectivement, hein, je t'ai vu parler justement au nom de l'Institut IP concernant les nouvelles réglementations du CDD, c'est ça, CDC, oui. CDC. Qui est Euh, l'équivalent de Santé Canada, mais pour les US, vous avez sûrement la même chose en Europe, dans tous les pays. Là, ça, c'est l'organisme, en fait, qui est responsable de stipuler des normes au niveau de la santé. Alors, bon, par exemple, la CDC a eu des recommandations par rapport à la COVID tout le long de la pandémie, et c'était la référence, en fait, à savoir, en fait, c'est eux qui, je ne sais pas si c'est eux qui décident, mais c'est eux qui font les recommandations au minimum, à savoir qu'est-ce qui devrait être fait à tous les niveaux au niveau de la santé. Donc, entre autres, pour le développement moteur, ça leur revient, là. et donc là, dans la dernière annonce, c'est qu'effectivement, le passage du ramping n'était plus quelque chose d'essentiel, alors que dans les quelques ouvrages que j'ai lus, c'est quelque chose qui est pourtant essentiel, et tu le confirmes encore aujourd'hui, en 2022, par cette recherche. Et c'est bien, c'est intéressant parce qu'on parle de performance chez l'athlète, mais tu l'as extrêmement bien souligné. Chaque personne au quotidien doit trouver son optimisation, sa performance, parce que la personne qui adore le hockey, qui adore le tennis, qui lui permet de se défouler de son stress, s'il se blesse, il sait plus se défouler. Il va faire quoi? Bah, éventuellement manger trop, il va boire un peu plus et ça va agir sur sa santé émotionnelle. Donc, Oui. l'optimisation
comme tu l'as dit, c'est pas uniquement du haut niveau, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Et grâce à tes recherches et la posturologie, à ce lien entre le corps et l'esprit, on en parlera également parce que tu as un service Personne Euro version corpo, et donc tu mets vraiment le lien et l'importance de la santé physique, cognitive et émotionnelle pour performer en entreprise. Et on passe quand même, enfin toi et moi, on est indépendants, donc on passe parfois plus que les 7 heures ou 8 heures habituelles, mais il faut quand même tenir le cap. Et donc, ce lien-là, il est vraiment important et grâce à certains exercices, alors, à ce moment-là, pour réoptimiser ce que la personne n'a pas eu dans cette période critique, que tu évalues à quel âge à peu près cette période critique pour acquérir ces 72 mouvements dont tu parles, ou en tout cas réflexes qui permettent de créer un être équilibré. Ouais. C'est surtout entre 0 et 1 an, hein. C'est vrai que quand on ne réussit pas à faire entre 0 et 1, on a les instances officielles qui disent que ça peut être de 0 à 18. Ouais, ouais, Donc, on nivelle en fait vers le bas. On nivelle vers le bas depuis des années, hein. C'est ouais. pas nouveau, mais je pense que ce qu'on vient de voir au niveau de la CDC plus récemment, c'est quand même assez... c'est surprenant, c'est choquant en fait, et c'est déstabilisant, hein. C'est le cas Au de le dire. Québec, on dit je suis tombé en bas de ma chaise, hein. Ouais, Je pensais jamais voir ça, en fait. Je ouais. pensais jamais voir ça et pourtant, j'ai pas beaucoup de confiance dans les instances officielles. J'en ai de moins en moins. Puis vraiment, là, c'est catastrophique hein, ce qui vient de se faire parce qu'à partir de ce moment-là, c'est qu'on normalise les troubles de développement. Et il y a même des études hein, qui font la démonstration qu'un adulte qui a marché à 13 mois, finalement, fonctionne mieux qu'un adulte qui a marché à 14 mois. Donc, on est capable de voir chez l'adulte une différence de rendement cognitif et émotionnel à 1 mois d'intervalle. Et là, on parle de 13 ou de 14. Imaginez quand on parle de 18. Alors, on est dans finalement l'acceptation de troubles. Et comme ce n'est pas de la pathologie, comme ce n'est pas une maladie, en fait, ça inquiète personne. Sauf que ça crée un rendement de moins en moins intéressant. Et ça, c'est que ça coûte cher à un moment donné ou un autre en ressources. Et là, c'est là où tout le monde tire la couverte, hein. On demande à l'État d'aider davantage des gens qui sont finalement plus ou moins compétents. Là, on commence à trouver que ça coûte cher, donc on dit aux gens de s'arranger un peu par eux-mêmes. Et ça crée, moi, ce que je trouve le plus dommage là-dedans, c'est que ça crée vraiment des divisions sociales. Euh, et, et et finalement, c'est qu'on finit par tous payer le prix de ce nivellement vers le bas. Après, Et je pense avec, qu'il faut trouver des solutions, hein. oui, et avec un temps de retard, parce que si on laisse maintenant la norme à 18 mois, on le verra. Alors, les enfants vont avoir des problèmes et ça va s'accumuler, mais dans le monde actif, donc dans la vie active, on le verra dans 15-20 ans. Si ça a déjà été une pseudo-norme depuis quelques années, mais dans 15 ans, on va voir effectivement une génération qui aura, bah, qui sera moins performante de manière globale. Et on le voit déjà. Bon, moi, j'ai 43 ans, donc je dirais que dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'adulte, quand je regarde, tu sais, c'est tout bête, hein, mais tu t'appelles pour une entreprise pour le service à la clientèle. Et en 2022, quand tu raccroches puis tu dis, mon Dieu, j'ai été vraiment bien servi, ça s'est bien passé, c'est presque phénoménal, en fait. Ouais. On en parle à tout le monde que ça s'est bien passé, quand dans le fond, c'est tout simplement bien supposé se passer. Puis là, je parle de ça même avant la pandémie, puis la pénurie de main-d'œuvre, là. Donc, il y a vraiment, ouais, et c'est à tous les niveaux, hein. Aux US, on considère que c'est un tiers des Américains qui sont en troubles métaboliques, en fait, en état prédiabétique. Mais Mhm. un tiers, c'est pas loin de la norme. Alors, quand être malade devient normalisé, euh, ben, évidemment, après, si on se compare toujours à cette norme, mais qu'on nivelle vers le bas, c'est un exercice qui devient de plus en plus dangereux, puis qui commence, eh bien, on le voit au Québec, hein, le fameux système de santé qui réussit très mal à finalement nous garder sur nos deux pieds. Ben, ouais, c'est ça, c'est chaud quand même, parce que là, on se dit, ben, euh, on paye déjà très cher, ça fonctionne pas très bien, et je me demande vraiment ce que ça va donner plus tard, en fait. Ouais, c'est... Oui, tout à fait. Et donc, par personne euro, tu arrives
parce que Personne Euro, ça a 4 ans maintenant, mais tu as 20 ans d'expertise derrière toi. La partie émotionnelle, cognitive était moins ta priorité. Donc, voilà, peut-être que tu as 5, 6, 7 ans d'expertise. Est-ce que tu vois vraiment des personnes, grâce à ce travail, bon, maintenant, les gens que tu vois, petite question, tiens, la moyenne de tes clients, ils ont quel âge? Euh, entre, entre 30 et 55, je te dirais. Ouais, Grosso modo, c'est peut-être la majorité. Un ratio assez égal homme-femme, mais c'est quand même encore surtout pour des raisons d'ordre physique. c'est ça. Parce que, bon, je suis ostéopathe de formation, puis la posturologie, elle est quand même, et c'est tout à fait normal, mais elle est quand même tout à fait reconnue, surtout pour dans le fond, pour tout ce qui serait déséquilibre musculaire. Alors, donc, moi, je considère que Perso Neuro, c'est encore un programme, et c'est normal, et puis je suis tout à fait à l'aise avec ça, qui est un peu mal compris, qui est peut-être pas mal aimé, ça serait beaucoup dire, mais qui n'est pas encore, où on ne saisit pas encore l'importance. Et honnêtement, ça me fait presque plaisir parce que euh, je me dis que c'est correct et que j'ai souvent dans ma carrière amené des concepts de l'avant qui ont pris quand même peut-être plusieurs années avant d'être Mm. appréciés. Quand je regarde les concepts qu'on enseigne à l'Institut IP depuis 2016, ça fait quand même plusieurs années que je parle du fait que l'étirement statique, c'est peut-être pas le truc le plus merveilleux au monde. Et on en parle beaucoup, beaucoup, un peu partout maintenant de ça. Ouais. Il y a 10 ou 15 ans, quand j'en parlais pour les premières fois dans des conférences locales à Montréal, on se foutait royalement de ma gueule. Et pourtant, les travaux scientifiques étaient là, hein. C'est pas moi qui ai inventé le Ouais, c'est concept, hein. ça. Mais bon, après, moi, c'est parce que je me suis toujours dit que l'idée, c'était que si on était capable, on devait faire mieux. Alors, moi, de répéter ce qui a été dit depuis des années, j'ai jamais été capable de faire ça. Et c'était pas pour faire autrement, c'était pour faire mieux, en fait. Et j'exige ça de moi-même, j'exige ça des gens avec qui je collabore, de juste questionner, en fait, et C'est ça. d'essayer de faire mieux. Donc, Alors, personnellement, c'est un peu, c'est un peu le résultat. Donc, il y a encore personne qui comprend vraiment c'est quoi, puis c'est parfaitement correct comme oui, ça. tout à fait. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui dans cette interview, parce que c'est vrai que tu rappelles que tu es ostéopathe. Et j'aime bien faire la biographie de mes invités pour les remettre dans le contexte et voir un petit peu l'évolution de chaque entrepreneur, parce que j'ai interviewé des entrepreneurs dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines qui, qui mettent leur santé comme étant un élément essentiel. Mais j'ai omis de dire que tu étais ostéopathe, parce que pour moi, le travail que tu réalises au niveau de la posturologie et de l'impact sur l'être en tant que tel me fascine, et c'est ça qui est ressorti de mon étude de ces dernières semaines de ton profil. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un livre qui est écrit en 1974 par Karl-Field Durkheim, qui est un diplomate allemand. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler Non? de cette personne. Diplomate allemand, philosophe à ses heures. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Le Hara, centre vital de l'homme. Et il y a un moment dans le livre où il m'explique, enfin, il m'explique pas à moi, mais au lecteur, après ces 20 ans passés au Japon, il s'était rendu compte que les praticiens d'arts martiaux pouvaient avoir une posture et physique et émotionnelle vraiment en cohérence grâce au travail des arts martiaux. Mais lui, il le voyait comme philosophe. Aujourd'hui, toi, tu le vois en tant que scientifique, et il y a les études qui sont là et qui montrent qu'effectivement, il y a ce lien qui est important. Alors, tout le monde n'a pas fait des arts martiaux, mais l'avantage, c'est que toi, tu as des outils pour pouvoir justement détricoter un petit peu les faiblesses pour pouvoir permettre aux gens, comme tu l'as dit, de profiter de leur loisir sportif, mais également de se sentir plus fort dans le monde qui est aujourd'hui un peu modifié depuis 2 ans, hein, quel que soit l'endroit de la planète, Oui. ça a été modifié. Et donc, ça, aujourd'hui, tu as Personne Euro, tu as l'Institut IP, tu fais des consultations, des formations. Tu étais en Europe il y a quelques semaines, tu seras de nouveau en Belgique, à Liège au mois d'avril. J'aurais aimé être à Liège au mois d'avril. C'est la première fois que je dis ça. Parce que si je suis au Canada, c'est que j'avais envie de voir autre chose. Mais bon, je suis certain qu'on pourra se croiser à Montréal dans pas longtemps. Mais du coup, toi, je lisais sur ton site, hein, nous sommes notre plus grand obstacle. Comment fais-tu pour relever les défis d'entrepreneur au quotidien?
parce que tu voyages, les voyages internationaux sont pas de tout repos, hein. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Europe en tant que moi-même formateur. Au départ, c'est agréable, mais il y a un moment où ça peut devenir fatigant. Comment tu fais pour t'offrir ce que tu mérites? Hein, parce que tu disais aussi sur ton site, Ouais. le bonheur n'est pas quelque chose d'automatique, c'est on mérite que ce que on s'offre. Donc, qu'est-ce que tu fais Ouais. toi au quotidien pour maintenir ta forme, ta créativité, ta réactivité, le fait parce que donner une formation, en l'ayant fait pendant des années, ça prend de l'énergie. Hein, et parfois, en fin de journée, on est un petit peu crush, comme on dit. Donc, comment tu fais, toi, pour tenir le cap en tant qu'entrepreneur? Mais je pense que la première chose, c'est vraiment d'être aligné avec ses convictions et de travailler par conviction et de ne pas avoir vraiment d'autres objectifs à part celui-là a priori. Donc, oui, il faut que ce soit profitable. On doit tous gagner notre vie, puis elle coûte de plus en plus cher récemment. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Et si on veut être bon dans ce qu'on fait, il faut être confortable. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça prend des revenus. Puis ça, je pense que comme entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, si on donne aux autres plus que ce qu'on reçoit, à ce moment-là, ben, je pense que c'est un échange qui en vaut le coup et c'est définitivement ce que j'essaie de faire, peu importe le service ou le produit là, que je vais Ouais. mettre sur le marché. Le café aide beaucoup. Je pense que si le café n'existait pas, il n'y a rien de ça qui serait possible dans mon cas. Donc oui, j'ai une dépendance au café, je l'assume. Mais il y a vraiment le fait que si on est aligné, si on est sur son X, je crois que souvent, on réussit à faire ce qu'on pensait peut-être pas être possible, vraiment là, au niveau de ce qui est nécessaire comme énergie, là, je dirais. Oui, le décalage horaire, tout ça, les voyages, c'est vrai que mais en même temps, s'il n'y a pas de bénéfice, on ne fait pas. Hein. Et Non. pour moi, le bénéfice de pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un et de pouvoir partager ce désir de créer quelque chose de plus grand que soi, Mhm. quelque chose qui permet aux gens d'évoluer, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est vraiment ça, en fait. C'est un peu cliché, mais c'est honnêtement réellement ça qui me donne cette énergie où je ne vois pas autrement comment j'y arriverais, en fait, quand je regarde un peu là, de quoi sont faites les journées et puis du nombre d'heures, comme tu disais, qui sont mais jamais calculées, et heureusement, parce qu'on se rendrait compte que peut-être. Mais c'est Ah, ça, j'ai jamais compté mes heures, mais jamais, jamais, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée du nombre d'heures que je mets dans un projet. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est toujours une question de c'est quoi l'impact qu'on va avoir. Euh, euh, mais donc, à ce moment-là, on pense en termes qualitatifs. Hein, mais oui, je pense que après, oui, dans le concret, c'est un peu moche, mais ça prend des bonnes habitudes de vie. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir mon sommeil, donc je suis quand même assez religieux par rapport à ça. 4 fois par semaine, je fais de la muscu, donc c'est aussi, c'est surtout pour moi une question d'évacuer le stress, l'entraînement physique. c'est ça. Ouais, puis après, il faut y aller vers ce qui nous plaît, mais moi, c'est des charges lourdes. Si les charges sont lourdes, c'est vraiment ce qui me permet de sortir de ma tête parce que ça devient, en fait, c'est que ça demande tellement d'efforts physique que j'ai plus les ressources pour être dans ma tête. Ouais. Donc, c'est par défaut que je réussis à un peu équilibrer le corps et la tête de par des entraînements là, de muscu vraiment en powerlifting. Là. Donc, C'est ça, oui. si on me fait faire du 15 répétitions, non seulement ça m'emmerde, mais je n'ai pas les mêmes bénéfices au niveau de la santé mentale. Donc, Ouais. mais c'est ça. Donc, c'est un peu un mélange de tout. Puis de s'entourer des gens qui non seulement. Tu sais, il y a une grosse différence entre accepter et puis supporter. J'ai été en relation avec des femmes qui acceptaient ce que je faisais et connaître du support versus de l'acceptation, honnêtement, ça fait vraiment une différence fondamentale. Et ça, je pense que ça y est, en fait, ça y est pour beaucoup parce que on est des êtres sociaux, donc d'avoir un cercle social qui veut nous voir réussir, ça aussi, ça donne une énergie qu'on n'a peut-être pas des fois, mais on se dit, OK, mais il y a des gens qui sont derrière moi, qui sont avec moi et qui veulent me voir réussir. Donc, quand on prend un coup de barre à 3 heures de l'après-midi en France, puis qu'on est sur le décalage horaire, peut-être qu'on se dit, ben, finalement, il me reste 2 heures d'enseignement, je vais donner tout ce que j'ai à place de m'apitoyer sur mon sort parce que finalement, il y a des gens qui veulent me voir réussir. Je pense que ça aide beaucoup d'avoir
d'être entouré de personnes qui non seulement acceptent ce qu'on fait, mais qui veulent nous voir réussir, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, on le sait aussi au niveau scientifique, hein, cette connexion sociale est vraiment très importante. C'est ce qui a manqué éventuellement à certains entrepreneurs ces 2 dernières années, c'est d'avoir un groupe qui croit en ton projet, qui est soutenu, parce qu'effectivement, quand on lit les différents articles que tu proposes, les e-books que l'on peut télécharger gratuitement sur tes sites, on voit qu'il y a énormément de recherche derrière et il faut avoir cette énergie pour être avant-gardiste. Et donc, la musculation avec une intensité qui te convient, qui est vraiment un exutoire, je dirais, émotionnel et mental, puisque les prochains Jeux olympiques en haltérophilie sont terminés pour nous, je pense. Hein. Même si moi, je viens du judo et je me souviens que Robert Van de Waal, si tu connais un peu le judo, il était encore à 42 ans aux Jeux Olympiques. Ce sont des extraterrestres. En général, on est à la retraite bien plus tôt. Mais ça n'empêche qu'effectivement, quand on voit Paul Tchek à 60 ans, voilà, la santé, elle vient effectivement de cet entretien physique musculaire postural, hein, parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de développement personnel à travers tes vidéos et à travers ce qu'on peut croire, ce qui est important, mais le yoga n'est pas plus efficace pour sa santé que une séance de musculation intensive. Il faut un juste milieu par rapport à nos besoins. C'est clair que si on fait jamais d'étirement, et là tu pourrais peut-être en parler, qu'est-ce que tu fais en termes d'étirement, puisque clairement le stretching à l'ancienne, moi, j'ai fait l'université en Belgique et en Australie. C'était quelque chose de important. Hein. Il fallait certainement pas louper une séance de stretching après l'entraînement. Hein. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres éléments. Mais est-ce que ça t'arrive de faire des séances uniquement de stretching pour t'aligner au niveau postural? Jamais. Et qu'est-ce que tu fais alors pour garder ta souplesse? Je fais rien, en fait, parce que l'idée, a priori, c'est que si on a un système musculaire bien équilibré, déjà, les articulations sont positionnées de façon avantageuse Ouais. et déjà ça donne un potentiel de flexibilité. Maintenant, après, c'est vrai que si l'objectif d'un athlète ou d'un individu, c'est de gagner en flexibilité, ben, il faut travailler cette flexibilité. Mais c'est la différence entre mobilité et flexibilité. Déjà, déployer une mobilité articulaire, ça passe par le contrôle moteur volontaire. Et ça, ben, c'est par justement le développement des connexions entre le cerveau et les muscles qu'on réussit à le faire. Et a priori, c'est vraiment ça que les gens y veulent, surtout. Je te donne un exemple classique. Quelqu'un qui joue au volleyball puis qui dit, tu sais, je pense que je manque de flexibilité. Quand je lève le bras au-dessus de la tête, j'ai un pincement. En fait, ce qu'il veut vraiment dire, c'est j'arrive pas à lever le bras au-dessus de la tête, donc j'ai un manque de contrôle moteur parce qu'au final, entre 0 et 1 an, quand je me suis développé le côté droit, je l'ai à peine utilisé. Donc, à ce jour, il est encore très tendu. Donc, oui, ça me donne peut-être le ressenti que je devrais l'étirer, mais en fait, ce que je devrais faire, c'est connecter avec pour pouvoir développer la mobilité. Après, si une fois que j'ai développé une mobilité, mais absolument maximale, qui chez la plupart des gens est de 180 degrés, qui devrait être suffisante pour faire le volley, si tu veux aller plus loin, parce que l'idée, c'est à ce moment-là de passer du volleyball au Cirque du Soleil, ben là, peut-être qu'il faut que tu te mettes à tirer dessus. Sauf que quand on se met à tirer sur un truc, ben, c'est un peu comme un élastique, ça se peut que ça nous revienne un peu en pleine face. Donc, l'étirement passif, la littérature, elle est vraiment très, très, très convaincante à ce niveau-là. Elle a un bénéfice et c'est les gains en flexibilité. Donc, comme ce n'est pas mon objectif de gagner en flexibilité, C'est ça. surtout que je ne sais pas trop sur quel tissu j'irais gagner, à savoir que est-ce que c'est au niveau de la capsule articulaire, est-ce que c'est au niveau des ligaments? Alors, il y a ça aussi, quand on gagne en flexibilité, il faut savoir sur quel tissu on a réussi à gagner du jeu. Alors à ce moment-là, moi, c'est sûr que bon, ben, je ne m'étire pas parce qu'en fait, je n'y vois pas l'intérêt Ouais. et c'est ça, mais sinon, c'est quand même c'est encore une grosse tendance. Et Ouais, tout à fait. l'inclusivité, ben, c'est un de nos chevals de. C'est un de nos. C'est une de nos missions, en fait, de juste repositionner le concept de l'étirement pour dire, regarde, c'est pas en soi mauvais, c'est juste que souvent, on demande à l'étirement de réussir à faire des. En fait, on demande à l'étirement de pouvoir nous amener vers des objectifs pour lesquels il n'est pas responsable. C'est Mais ça. ouais, donc je ne m'étire pas.
Tout à fait, et c'est intéressant hein, parce que je ne suis plus sur ce qu'on m'a appris à 20 ans quand je suis sorti de l'UNIF, mais je ne suis pas encore, parce que j'ai mes croyances qui me tirent quand même quelque part, et mon père aussi était derrière moi pour me dire qu'il fallait m'étirer. Et donc, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que malgré un entraînement intensif de musculation lourde, à côté de ça, tu ne t'étires pas du tout. J'aurais pensé, peut-être espéré que tu me dises, ouais, j'ai une posture magique et je fais ça le matin en me levant et après. Mais non, rien du tout. Ce qui veut dire C'est bon. qu'effectivement, il y a encore pas mal de croyances à changer et c'est vraiment intéressant de t'entendre en parler. Du coup, qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là quand tu sens que tu as besoin d'un peu plus de récupération? Quelle est ta routine préférée quand tu sens que tu as tiré un peu trop sur l'élastique? Euh, mon Dieu. Ben, en fait, c'est le repos, hein? Donc, après, c'est vrai que le repos, pour moi, c'est surtout le sommeil, hein? Oui, C'est que si je réussis à aller chercher peut-être une demi-heure ou 45 minutes de plus de sommeil, ça va avoir un effet cascade remarquable sur même le tonus musculaire, hein, on le sait, ouais, sur la capacité de production d'énergie, hein, ça a des bénéfices au niveau de la mitochondrie. Donc, sur l'équilibre du système nerveux neurovégétatif. Donc finalement, moi, si je suis éveillé, c'est pour faire des trucs. Alors après, il y en a qui méditent, et puis bon, je ris toujours un peu de ça parce que je me dis que c'est un luxe de pouvoir méditer, parce que pendant ce temps-là, on est éveillé, mais en fait, on n'est pas dans la production de quoi que ce soit. Et je ne dis pas qu'il faut toujours être en train de produire. Ce que je dis, c'est que si on est éveillé, de se retirer du monde pour essayer de se régénérer, même s'il y a des bénéfices, il n'y a pas de souci, là, c'est tout à fait correct. Je me dis, OK, mais s'il y avait moyen de faire ça quand on dort, à ce moment-là, je ne sais pas, ça serait peut-être à la limite peut-être encore un peu plus bénéfique. C'est définitivement plus physiologique le sommeil versus la méditation. Là. ouais. Si on a à couper un des deux, je pense que la plupart des gens vont faire le choix assez rapidement. Donc après, non, c'est vraiment de dire si je suis éveillé, je suis en action. Et puis, sinon, je m'assure de dormir un peu plus. Donc, oui, il y a des fois, je fais des siestes dans les avions, hein, mais Oui, c'est à peu près, c'est un peu pour pallier le décalage. Sinon, bien sûr. Parce ouais, que, sinon, je n'ai pas vraiment une routine où dans la journée, en fait, ouais. Parce que le ouais, sommeil, je suis d'accord avec toi, et c'est sur mes 20 ans de carrière, c'est ce qui me semble être le plus l'élément le plus modifié sur peut-être pas les 20 dernières années, mais en tout cas les 10, 15 dernières années avec les smartphones. Est-ce que ouais. toi, justement, puisque tu parles de l'influence du sommeil sur le tonus musculaire, moi je n'arrête pas de dire aux gens que s'ils veulent perdre du poids, ils ont intérêt à gérer leur sommeil avant de vouloir faire n'importe quoi derrière. Ouais. Ça a quand même la dent dure. Or, effectivement, la plupart des gens sont jusqu'à pas d'heure derrière leur smartphone, leur tablette. Est-ce que toi, tu as déjà, dans ton expertise, vu cet impact justement chez les jeunes, les smartphones jusqu'à pas d'heure? J'ai entendu récemment des préparateurs physiques qui avaient de grosses difficultés avec des jeunes athlètes de niveau international pour les faire dormir à l'heure parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin. Et tu peux pas Ouais. récupérer en tant qu'athlète de haut niveau en étant avec un manque de sommeil. Qu'est-ce que toi, tu as vu sur ces 10 dernières années entre ton travail au niveau posturologie et ce sommeil perturbé par le digital? En fait, peu importe la source de perturbation du sommeil, là où ça va jouer, c'est souvent sur ce qu'on peut récupérer au niveau du mouvement oculaire. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus, à savoir que les gens qui sont en déficit de sommeil convergent moins bien au niveau oculaire. Et la convergence oculaire, c'est quand même au cœur de l'équilibre postural que l'on peut créer chez un individu. Donc, ça, en soi, c'est tout à fait là, fascinant parce que finalement, avec la fatigue, on affecte surtout le système de vergence au niveau des mouvements oculaires, qui est le système le plus évolué, puis c'est vraiment celui sur lequel on travaille beaucoup en posturo. Euh, oui, donc après, peu importe la source, hein, c'est vrai que les téléphones cellulaires ont le dos large en ce moment, puis avec raison, hein, à savoir les effets secondaires et tout et tout. Chaque génération a connu son truc un peu merdique, hein. Il y a des années, c'était la cigarette, ce qu'on voit presque plus. Cette génération-ci, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux. Et il va se développer des méthodes
palliative à tout ça, personnellement, la fin de semaine, si je suis en sortie avec la famille, parce que je suis le premier à dire que j'ai la tendance à toujours aller voir ce qui se passe. Je le laisse à la maison. En fait, tout simplement, je ne veux pas l'avoir avec moi. Ouais, Donc, ça élimine toute tentation de ouais, vouloir, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est nécessaire, en fait. C'est-à-dire que je dois me forcer à ne pas pouvoir connecter pour ne pas être connecté. ouais, Alors, je pense qu'il faut faire la même chose pour ceux qui ont de la difficulté le soir, c'est qu'il faut tout simplement le ranger. Et c'est une détox, en fait. Hein, ouais. et à ce moment-là, ben, il faut passer par les étapes. Donc, le stress, l'anxiété, puis après la résolution de dire, OK, ben, finalement, je vais faire autre chose. Donc, peut-être que finalement, je vais m'endormir, en fait. Ouais. Oui, c'est Donc, clair. Ça, c'est ce que Paul Check dit. Hein. Si tu veux vérifier ton état d'éveil le soir, tu enlèves l'écran, tu mets une bougie, tu lis un philosophe grec. Et si tu t'endors, c'est que c'est le moment de dormir parce qu'il faut beaucoup d'attention mentale pour pouvoir lire la philosophie. Et donc, fatalement, si tu n'as plus l'énergie pour le faire, bah oui, devant un écran, tu serais resté éveillé, mais devant le livre, ça n'est plus le cas. En tout cas, je t'entends très très optimiste par rapport à l'avenir, hein, puisque tu parles. Oui, on aura chaque génération a eu ses points négatifs, on aura les solutions dans l'avenir. Justement, qu'est-ce que tu pourrais toi aujourd'hui recommander à des entrepreneurs qui depuis 2 ans vivent dans l'anxiété? Je sais que tu fais la différence entre l'anxiété et le stress qui est réel, l'anxiété qui est plutôt une interprétation. Mais qu'est-ce que tu pourrais concrètement donner aux gens? Parce que bon, il y a 3 mois, quand j'ai commencé il y a un peu plus, ce podcast, on était encore dans un nœud pandémique difficile à démêler. Aujourd'hui, la situation internationale remet une couche, donc ça crée pas mal d'anxiété. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme truc ou qu'est-ce que toi tu fais pour sortir de cette anxiété qui est mondiale? je travaille plus. Non, mais c'est vrai. En anglais, ils ont un dicton qui dit Hard times create strong men et puis good times create weak men. Alors, Ouais, et c'est bien de vouloir créer du bon temps pour ceux qui sont alentour de nous, pour ceux qui vont venir, mais, mais ça prend des défis. Puis après c'est que ça nous amène à peut-être créer davantage. Il y a des projets que j'ai créés, il y a des idées que j'ai eues que je n'aurais pas eues si je n'avais pas vécu certaines difficultés parce qu'en fait, probablement que foncièrement, il y a une partie de moi qui n'aurait pas ressenti le besoin de faire ça. Et, euh, et dans le fait qu'on fait des choses, il y a une dépense d'énergie. Donc, en même temps, si on est pour se défoncer à dire, OK, ben, je vais me réinventer, je vais amener un nouveau produit sur le marché, je vais faire plus d'efforts pour être connu et reconnu parce que c'est un peu les deux. Il faut aussi être de son temps. En 2022, si tu es entrepreneur et que tu n'utilises pas les réseaux sociaux et qu'à la limite, si tu ne bosses pas avec quelqu'un qui peut te montrer comment le faire, parce que moi, je suis convaincu qu'on est rendu là où si on ne fait que balancer des contenus sur nos profils, euh, je pense qu'on n'est plus dans le coup. Et je m'en suis rendu compte dans les dernières années à travailler avec 2 experts en particulier là, au niveau de ce qui se fait sur le online. Et au-delà de la pandémie hein, qui a ouais, accéléré ce ouais. phénomène-là, que l'on soit fleuriste ou que l'on vende de la posturologie, je pense qu'il faut être capable d'aller chercher les gens là où ils sont et ils sont là. Ouais. C'est là où ils Ouais. sont. Après, comme entrepreneur qui vend des fleurs, ça se peut qu'on ne sache pas comment faire. Et c'est là où il faut aller chercher des gens qui sont experts. Ceux que je vois qui réussissent très bien et ceux dont le chiffre d'affaires a augmenté au courant de la pandémie sont ceux qui font ça le mieux Mm. et ils sont ceux qui sont le plus coachés. Alors, j'ai un de mes copains qui, par mois, investit 7 000 $ sur du coaching en développement d'entreprise et il est propriétaire d'une entreprise de coach. Il en a 8 ou 9 qui travaillent pour lui. Alors, c'est pour dire que oui, c'est gros, mais quand on regarde la proportion de ce qui rentre, qui va en coaching, c'est proportionnellement beaucoup plus que beaucoup d'autres, même qui sont peut-être un peu plus gros, mais qui seront peut-être pas si gros dans quelques années parce que justement, c'est de voir la valeur dans le fait déjà d'être coaché, il faut être coachable.
déjà, quand ce n'est pas notre spécialité, il faut dire OK, Oui, ben, je te fais confiance à 100%, on essaie quelque chose. Moi, j'ai fait des efforts de marketing qui m'ont coûté quand même assez cher et qui n'ont absolument rien donné. Et je considère qu'il fallait passer par là. J'en ai fait d'autres qui ont été plus profitables. Mais je pense qu'il faut passer par les réseaux sociaux, peu importe ce qu'on a à mettre en place aujourd'hui. Et il faut aller plus loin que je vais mettre un truc sur mon profil Facebook et je vais espérer oui. attirer de l'attention et convertir. Euh, c'est mon conseil le plus. Je pense que c'est de base, mais en fait, il y a peu de monde, il y a peu d'entrepreneurs Qui osent. qui le font bien. Oui, c'est ça. Et qui font appel justement à cette équipe. On en parlait plus tôt par rapport à sa santé, hein. Il faut pouvoir mettre plusieurs éléments ensemble pour être pour s'optimiser. Et ben pour optimiser l'entreprise, on doit faire la même chose. Et c'est pour ça que la mission de ce podcast, c'est vraiment de mettre la santé au cœur même du business plan et pas se dire ben, la santé, elle viendra après. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit maintenant et ce que tu as dit plus tôt, c'est que tu aimes donner à ton auditoire et tu aimes créer la curiosité. C'est une de tes premières passions, c'est de partager les infos. Donc, travailler plus, oui, mais aussi, tu as dit peut-être se réinventer pour savoir si ce qu'on fait maintenant nous nourrit suffisamment. Parce que si tu travailles plus Oui. et que le métier que tu fais ne te plaît pas, ben finalement, c'est le burn-out au bout de Ah oui, quelques oui. mois. Oui. Oui, non, c'est pas la quantité de travail qui est le problème, à peu près jamais, parce que de toute façon, il y a un truc où à un moment donné, le corps est plus capable. Tu sais, hier soir, j'étais couché, il était 21h, je regarde Caro, puis je lui dis, tu sais, aujourd'hui, j'aurais continué, là. Je suis physiquement plus capable de réfléchir. Alors, il était 21h, je me suis levé à 5h, j'ai recommencé aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Et à 5h ce matin, j'étais capable parce que ça faisait 8 heures que je dormais. Puis moi, je suis vraiment très productif le matin. Alors après, bon, j'utilise ça à mon bénéfice. Mais donc, oui, il y a une autopréservation qui est en place dans nos systèmes. Donc, on ne pourra jamais trop travailler. Hmm. Sauf que si on ne travaille pas dans le sens qui nous parle, ça peut mener à des complications comme le burn-out, par exemple. Mais j'ai jamais vu personne faire de burn-out, peu importe le nombre d'heures qu'ils ont fait, s'ils étaient dans leur intégrité, en fait. Donc, je pense que, et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est vraiment le point de départ. Si déjà on n'est pas sur notre truc, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas, en fait. Et du coup, ben oui, comme tu l'as dit, avoir un coach qui puisse avoir un regard extérieur, soit sur l'entreprise, soit sur nous-mêmes et voir, tiens, qu'est-ce qui te manque pour effectivement t'optimiser. Et du coup, on va terminer par là, Mathieu, parce qu'en tout cas, ça m'a beaucoup plu de t'interviewer, d'apprendre un petit peu plus de ton parcours et de comment tu travailles. Aujourd'hui, tu offres des formations et des consultations, c'est ça? On peut trouver Ouais, tous ces renseignements sur personeuro.com, mathboulet aussi.com et ouais, institutip.com exact. pour avoir toutes ces informations. On voit qu'il y a des services en entreprise, des services pour l'individuel et également pour les problèmes d'apprentissage. Ça a attiré aussi mon attention. Ça, c'est le professeur, parce qu'on a je dirais, ce point commun, c'est que j'ai aussi commencé par l'éducation. Effectivement, les problèmes d'apprentissage, c'est quelque chose sur lequel tu travailles aussi à travers le corps et la posturologie. Oui, parce que les ondes du cerveau qu'on réussit à activer par le travail de posture et puis d'intégration de patrons moteurs, en fait, on réussit qu'à se rendre sur le préfrontal d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment le cortex préfrontal qui va être responsable de tout ce qui s'appelle les fonctions exécutives, qui sont vraiment celles nécessaires pour l'apprentissage académique. Donc, je te fais un topo là, Oui, en deux, trois mots, mais c'est au final, en fait, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Donc, oui, par le fait même, tout ce qui est attention, focus, concentration, mémorisation, planification. Donc, si ça finit en on, c'est à peu près une fonction exécutive. Et ça se travaille de par le travail postural, absolument. et de la même manière, alors Personeuro version corpo qui aide, alors je vais reprendre parce que je trouvais que c'était vraiment bien décrit, majorer les compétences physiques, cognitives, émotionnelles des travailleurs. C'est le même principe en fait. Oui. Oui, après, c'est une question d'emballage, hein, mais finalement, c'est que c'est toujours le même travail. Et c'est ce qui fait que je peux me réinventer. En fait, c'est un peu comme Madonna. Je n'ai jamais pensé me comparer à Madonna, mais c'est vrai qu'au courant de sa carrière, on se disait, OK, mais c'est encore la même,
c'est de la musique, mais ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle a fait il y a 2 ans. Et ça a été vraiment, d'après moi, une des clés de son succès, c'est qu'elle se réinventait. Et pourtant, c'était toujours de la musique, c'était toujours Madonna. Donc, j'avoue qu'à ce moment-là, oui, c'est une façon tout à fait originale de Donc, conclure, mais tu es la c'est un peu la Madonna Madonna de la posturologie. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. La Madonna de la posturologie ou de la posture. La Madonna de la posture. Ah oui, vraiment. Parce que c'est toujours le même message. Mais c'est vrai que après, c'est comment est-ce qu'on décide de l'emballer et sur quoi on met l'accent, en fait. Puis j'encourage tous les gens qui sont justement formés en posturologie de faire la même chose. Il y a des mecs qui sont formés qui sont super basket. Ben, défoncez-vous sur à quel point est-ce qu'on peut aider un joueur de basket. Il y en a qui le font pour les musiciens. Il y en a qui le font justement, oui, pour les jeunes à l'école. Pour les très jeunes en psychomotricité, on en voit beaucoup aussi. Au Québec, c'est beaucoup le hockey sur glace avec mes copains Gabriel, Philippe Roy. Ben, à ce moment-là, c'est d'évaluer tout ça. Mais en fait, quand on optimise le corps dans son essence, ben, après, c'est de voir les intérêts des gens puis de voir dans quoi est-ce qu'ils peuvent s'éclater. Puis pour moi, c'est ça l'objectif, en fait, là. Oui, parce que en entreprise, finalement, les problèmes en entreprise, c'est rarement sur des compétences, c'est surtout par le côté humain, émotionnel et relationnel, Ouais. finalement. Et donc là, Ouais. par tes services, la manière dont tu vas aborder les choses, ça va aider justement à permettre toute cette communication entre les gens à fonctionner. Donc, ça travaille vraiment sur des équipes, ce que tu proposes. Oui, et puis le but, en fait, c'était d'aller en entreprise pour donner des conférences, ce qui se fait de façon Oui, ben, classique. Ça a été plus dur récemment. Puis comme de fait, j'ai lancé Perso Neuro ben, juste avant la pandémie, là, voilà. quelques mois. Mais c'était quand même ça l'idée. Après, on m'a proposé bon, de le faire en ligne. Je ne suis pas contre, mais bon, c'est pas du tout la même expérience. Oui, Ben oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est souvent pour le corpo, ce que je propose, en fait, c'est de débuter avec une conférence pour introduire le concept aux employés, aux cadres, et puis après, de voir si on peut intervenir en entreprise de façon plus spécifique avec les gens pour qui il y a un intérêt et de mesurer après la c'est ça. performance parce que bon, je sais qu'on dispose d'un paquet d'index en entreprise pour faire tout ça. Mais oui, donc c'était ça l'idée, puis ça l'est encore, puis Oui, on va voilà. probablement tendre vers ça un peu plus dans les prochains mois, les prochaines années, là. Exactement. En tout cas, c'est un super bon service et je le recommande vraiment. Et j'espère que ceux qui nous écoutent auront suffisamment de curiosité pour aller voir ça sur ton site personneuro.com. Il y a d'autres projets plus courts dans le temps, hein, puisque je le disais tout à l'heure, tu seras à Liège au mois d'avril 22-23. Oui, le 22 avril pour Personne Euro et le 23 et le 24, c'est un cours d'Institut IP. Donc, en fait, maintenant, souvent, je réussis à combiner un peu, là. Ouais. Ça va être la première fois, en fait, qu'on fait ça, là, qu'on combine un peu les deux. Donc, c'est la casquette qui va changer. Ça va être le même gars en dessous. Voilà, c'est ça, exactement. Une dernière nouvelle aussi, c'est que tu as été mandaté par Dr Bricot pour faire une nouvelle formation sur la posturologie chez le sportif, c'est ça? Oui, ouais, ça, c'est vraiment un honneur hein, quand, Ouais, quand, ouais. quand le Bravo en tout fondateur cas. et le mentor te demandent de développer un truc. Ben, j'ai tout de suite fait appel à mes collègues qui sont vraiment à fond et sur le terrain au niveau des athlètes. Alors, on va développer un truc à trois. Déjà, on se parle en fin de semaine pour aller là, chercher, là, vraiment cibler les sujets clés. Mais ça va être un truc de fou parce que ça fait quand même des années qu'on applique les concepts de posturologie à des athlètes de tous les niveaux. Mais bon, ce qui intéresse les gens, souvent, c'est le haut niveau. Et on a des belles études de cas avec des athlètes professionnels, des champions olympiques. Et on va pour la première fois livrer le concret de l'opération là, dans le contexte d'une formation. Tout ce qui va être présenté lors de ce week-end-là n'a jamais été présenté, que ce soit de ma part ou de la part de mes collègues Anthony et Gabriel. Wow. Donc, et puis on a une super belle synergie, les trois. On est vraiment de très bons amis. Alors, ça va être au-delà du contenu, ça va être une super expérience là, tout au long de la fin de semaine. Ça, c'est sur Marseille en octobre. Ouais. Oui, bravo. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès pour ces nouveaux projets. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir accordé un petit peu de ton temps pour ce podcast qui est tout jeune, hein. Donc, à toutes et tous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à contacter directement Mathieu pour toute question. Si vous êtes en Belgique pour Liège et si vous êtes partout, n'importe où dans le monde, allez voir son site, ses différents sites pour en savoir plus. Merci Mathieu et au plaisir de se rencontrer en live alors à Montréal très Absolument. bientôt. Ben, merci beaucoup, David. C'est un honneur. Merci beaucoup. Salut à tous. Bye bye.